Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est pour l'instant que des femmes. On verra d'ailleurs si ça reste jusqu'à la fin pour notre rendez-vous des start-upers sous l'égide de Frédéric de Lilly et d'Angela. Avec pour nous montrer son chemin et pour nous inspirer Hélène, fondatrice de Live. Alors, on disait un tout petit peu tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de se croiser réellement sur des activités en commun. Et pourtant, de loin, et on va dire à travers les activités de Live, notamment dans l'univers de la mutualité, je trouve voilà, le sujet que tu portes, Hélène, comme un sujet fascinant. Peut-être parce que j'ai vécu trop longtemps aux États-Unis dans des contextes où les gens aimaient peu la douleur et avaient on va dire, une faible capacité à accepter et à encaisser la douleur. Je suis voilà, fascinée, n'étant pas moi-même euh, on va dire, atteinte d'endométriose, de me dire que, voilà, que vivre avec la douleur est un chemin. Donc, je trouve que voilà, ce que vous faites sur la sensibilisation et sur la capacité à la gérer est fondamental parce que il y a trouvé une solution, il y a trouvé un médicament, et puis parfois, c'est juste pas possible et c'est trouver une façon de vivre pleinement sa vie en- comment dire, en étant accompagné par une pathologie, dans l'impact que ça peut avoir évidemment dans sa vie personnelle, mais sous un autre angle dans sa vie professionnelle. Je trouve aussi intéressant à la fois l'émergence du sujet de l'endométriose et tu nous en diras, je pense, quelques mots, mais dans le débat public français, mais au-delà de ça, l'émergence de ce sujet aussi à l'intérieur des sujets, on va dire, plutôt de santé féminine, à l'intérieur de l'entreprise, ce que, à différentes occasions, dans le cadre de contrats collectifs, j'ai pu croiser. Donc, tu es à plein de regards, une inspiration. Et donc, je me réjouis d'en apprendre de ton chemin, à la fois pour notre business à chacune, mais aussi de ton chemin en tant que femme, parce que c'est une inspiration dans notre vie personnelle aussi. Alors, je ne sais pas qui commence, Alors, si c'est toi, Frédéric, ou c'est voilà, bah Nelly. déjà, nous allons nous présenter, donc Nelly et moi. Donc, alors, Isabelle, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, est la présidente de Parité Assurance. C'est Et, vrai, et voilà, Nelly et moi sommes membres de Parité Assurance et animons depuis quelques années maintenant ces rendez-vous avec une start-upeuse. Voilà, là, nous allons pouvoir commencer. Et notre invitée aujourd'hui est Hélène Antier. Hélène, à titre personnel, moi, je l'ai rencontrée dans différentes manifestations d'entrepreneurs ou des sujets féminins. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que comme toutes les start-upeuses ou entrepreneurs en général, elle a eu une autre vie, parfois semée d'embûches dans l'entrepreneuriat et autres. Et en tout cas, elle est encore très jeune et elle a eu déjà plein de vies professionnelles. Alors moi, je voudrais, Hélène, bienvenue. Et déjà, moi, quand je t'ai rencontrée, on peut le dire, hein, tu étais sexologue à l'époque. Oui, Et tu venais t'intéresser à des manifestations sur l'ambition parce que tu étais passé d'un sujet, je crois que tu étais dans les sites de rencontres, tu es passé sur sexologue, ensuite tu as monté une entreprise. Raconte-moi ton parcours, justement, allez, on va dire avant Liv. oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoindront. Donc effectivement, donc je suis cofondatrice de Live aujourd'hui et donc j'ai vécu plusieurs expériences entrepreneuriales. Peut-être un petit mot sur ma formation de départ. Donc j'ai une formation en communication et management et après mes études, je suis partie vivre au Mexique pendant 2 ans. Donc je partais 3 mois finalement, j'y suis restée 2 ans et donc je travaillais au sein de l'Alliance française en contrat local. J'étais très intéressée par tout ce qui était du domaine culturel, théâtre, cinéma, etc. Donc n'avais pas pour vocation à aller vers les sujets liés à Internet, en tout cas au départ.
Voilà. Quand je suis rentrée en France et à Paris, mon premier job a été, par le plus grand des hasards, de travailler sur un sujet que je ne connaissais pas, qui était le milieu des sites de rencontres amoureuses. Et donc ça, pour moi, ça a été une expérience après qui a duré à peu près 6 ans, c'est-à-dire en tant que salariée au tout départ. Puis très vite, j'ai été cofondatrice d'un site de rencontres. Et donc là, j'ai vécu assez tôt mes premières expériences entrepreneuriales, donc liées à la rencontre amoureuse qui était un accélérateur à l'époque. C'est l'époque des sites de rencontres sur ordinateur et non pas sur application mobile. Donc ça date un peu, c'est les Mythiques, Adopte un mec, etc. Donc ça a été relativement formateur pour moi, en tout point, puisque cofonder un site de rencontre, à l'époque en tout cas, je n'ai pas eu besoin de lever des fonds, puisque les fonds sont venus à moi, entre guillemets, on est venu me proposer de cofonder un site. Donc, j'ai appris from scratch à sortir un projet comme celui-là d'envergure. Et j'ai appris aussi ce qu'étaient les déboires avec comment dire, des associés qui n'étaient pas forcément compatibles. Et donc, c'était aussi mes premiers. J'ai un petit peu essuyé les plâtres à ce moment-là, de découvrir qu'effectivement, il fallait pouvoir avoir un pacte d'associés, etc., et avoir des choses beaucoup structurées. Et donc, après ça, je suis devenue sexothérapeute, thérapeute de couple, puisque je m'étais formée au sujet en parallèle de mon travail sur les sites de rencontres. C'était pour moi extrêmement passionnant, en fait, au-delà du business des sites de rencontres, de travailler vraiment les sujets autour du couple, de la durabilité des couples et autres sujets autour. Et donc, quand j'ai été sexothérapeute, thérapeute de couple, pour moi, c'était pas le projet de départ. C'est-à-dire que je pensais me former pour plus tard, dans X temps, quand je voudrais avoir un autre type d'activité. Sauf qu'avec les déboires que j'avais eus avec mes associés, il fallait que je trouve une solution, en tous les cas, à un certain moment, d'activité qui était assez compatible, je dirais. Et donc ça m'a beaucoup apporté. Et donc effectivement, Frédéric, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et c'est un moment aussi où pas mal de couples avaient des problématiques liées notamment au site de rencontre. Donc tout se croisait et s'intercroisait. Après ça, j'ai cofondé une plateforme de mise en relation entre les entreprises qui se développent à l'international et les talents expatriés francophones, donc rien à voir. Et pour moi, c'était hyper important de me prouver déjà à moi-même que j'étais capable de faire mes preuves sur un tout autre sujet, et qui est un sujet de cœur aussi, puisque ça, voilà, il était question de personnes francophones basées à l'étranger, et moi j'avais vécu notamment au Mexique. Donc il y avait quand même un lien, mais en tous les cas, et des femmes aussi qui sont... Le public sur ce site était surtout féminin, tout comme les problématiques liées aux startups. On a besoin de public féminin aussi dans les sites de rencontres. Donc voilà, il y a toujours eu dans mon parcours, je dirais, un lien avec les femmes. Et puis, pendant cette aventure-là entrepreneuriale de site de mise en relation pour les expats et les entreprises, j'ai été diagnostiquée de l'endométriose, donc j'avais une trentaine d'années. C'était au moment de problèmes de fertilité pour moi. Et donc, c'est souvent à ce moment-là qu'on est diagnostiqué. C'est grâce ou à cause de nos problèmes de fertilité que les médecins s'intéressent enfin à nos sujets et donc n'avaient pas écouté les douleurs pendant les années précédentes. Et donc, au moment de ce diagnostic, là, j'ai commencé évidemment à m'intéresser d'abord à ma propre santé, puis évidemment, ça m'a ouvert l'esprit sur ce que pouvaient vivre des millions de femmes en France notamment, mais dans le monde aussi. Et donc, Hélène, ce que tu nous dis, donc tu nous as raconté ton parcours, tes rebonds, les sites de rencontres, enfin tout l'international, enfin tout ce que tu as fait, et donc tu arrives ce diagnostic. Oui. Cette santé, cette préoccupation importante quand on est une jeune femme, c'est un choc, c'est assez douloureux. Et donc, tu t'occupes d'abord, ce que tu dis, tu t'occupes d'abord de toi, de gérer ton sujet personnel. Et ensuite, à quel moment tu te dis, tiens, en fait, il y a des gens, il y a des femmes comme moi. Euh, Mhm. à quel moment tu te dis, je vais peut-être me lancer là-dessus et est-ce que tu le fais?
seule ou avec d'autres? Mhm. Alors, donc effectivement, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai appris par la même occasion qu'il n'y avait pas de traitement curatif à cette maladie. Donc, j'ai compris que le mode de vie était crucial. Moi, mon mode de vie n'était pas extrêmement sain puisque j'étais déjà entrepreneur depuis longtemps. Donc, je travaillais énormément, c'est-à-dire du lundi au dimanche, pas de vacances, très peu de repos et des phases, je dirais, de souffle qui étaient plutôt de l'ordre de la fête, c'est-à-dire boire des verres et fumer des cigarettes que, un mode de vie hyper adapté. Donc j'ai compris en me renseignant assez rapidement qu'en fait, il allait falloir changer vraiment de mode de vie très concrètement. J'ai une très bonne autodiscipline au départ, donc c'est-à-dire que quand je prends une décision, je suis capable d'y aller à 2000%. Donc sur ma santé, j'ai fait de même, c'est-à-dire que j'ai trouver quelques éléments qui me paraissaient relativement fiables, ce qui est très difficile. En tout cas, il y a quelques années, c'était très difficile sur Internet de trouver les bonnes indications sourcées, fiables et rigoureuses. Et donc, en tous les cas, j'ai compris que je pouvais activer des choses en termes d'alimentation, d'activité physique adaptée et autres. Et donc, moi, j'ai fait tous ces changements en même temps. Donc, c'est un changement total à la fois de mode de vie, mais même socialement, ça change énormément de choses. On n'est plus exactement la même personne quand on fait tous ces changements de mode de vie. Pour moi, ça a été très rapide, les résultats, et je dis bien pour moi. Donc ça, c'est pas une promesse pour le plus grand nombre, en tous les cas, puisque ça a fonctionné pour moi, c'est-à-dire un abaissement de mes niveaux de douleur et beaucoup moins de symptômes, notamment digestifs, qui étaient extrêmement handicapants pour moi. Ça m'a donné le courage, je dirais, de continuer, ce qui était pour moi à ce moment-là de l'ordre quand même de beaucoup de sacrifices. On n'était pas sur le registre du plaisir à ce moment-là. Mais donc, ça m'a donné la volonté de continuer, mais surtout, ça a vraiment attisé ma curiosité en me demandant si ça fonctionnait pour moi, est-ce que ça fonctionnait pour d'autres? Je n'arrivais pas vraiment concrètement à trouver de sources qui me paraissaient assez fiables pour savoir si vraiment sur un grand nombre de femmes, il était démontré que. Donc, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus, donc à me prendre de passion pour le sujet, mais aussi, je dirais, de révolte, puisque j'ai aussi constaté des chiffres extrêmement alarmants. Et donc là, c'est ma casquette entrepreneuriale qui a pris le dessus, c'est-à-dire je me suis dit, on ne peut pas en être, alors je ne sais plus, on était en 2019, fin 2019, à ce moment-là, autant de femmes touchées, un impact tel, des associations de patientes qui sensibilisent et qui font un travail qui est extrêmement important, mais aucune solution digitale pour massifier quelque chose. J'ai commencé en 2020 à lancer une série d'entretiens quali. Donc, pendant le premier mois de confinement de mars 2020, donc j'ai fait 120 entretiens quali et j'ai rencontré des experts de la maladie pour comprendre un petit peu le sujet et savoir. Moi, je savais de quoi j'avais besoin en termes de solutions digitales, mais j'ai compris en faisant ces entretiens que le besoin était un petit peu différent. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de comprendre à quel moment intervenaient mes crises alors que le besoin de solution du plus grand nombre était plutôt une solution de thérapie numérique pour massifier le savoir des experts et se mettre le pied à l'étrier. Et donc ne pas tout baser sur le tracking de symptômes, qui est très anxiogène, puisqu'on a une amélioration de la qualité de vie qui est graduelle, mais plutôt aider les femmes à faire ces changements de mode de vie au quotidien. Et donc tu as fait cette grosse investigation, cette grosse analyse avec ces entretiens pour bien comprendre quelles étaient les attentes des femmes sur ce, entre guillemets, marché, enfin pour cette maladie, Tout à et pour éviter d'avoir le prisme, enfin ton prisme uniquement personnel et pour vraiment élargir et pour bien fait. comprendre. Et c'est là où tu t'es dit que, il y avait quelque chose à faire vraiment, quoi. Oui. Et surtout, c'est là où j'ai identifié un concept dont on ne parlait pas. On parlait beaucoup de l'errance pour être diagnostiqué. On ne parlait pas de l'errance post-diagnostic qui dure encore plus longtemps. Donc aujourd'hui, on estime qu'on a entre 7 et 10 ans de retard pour être diagnostiqué. Mais une fois diagnostiqué, puisqu'il n'y a pas de solution aujourd'hui curative, l'errance d'après est d'autant plus longue et difficile. Et donc, moi, j'avais envie de travailler précisément sur ce sujet-là et donc avoir un impact extrêmement important, donc qui était dès le départ de changer radicalement la vie de ces millions de femmes et de contribuer à la recherche scientifique, y compris sur l'errance post-diag, justement.
Et donc, pour répondre à votre question sur avec qui, à quel moment, etc. Donc, au début de livre, donc j'étais seule à un moment, c'est-à-dire que puisque j'avais été moi associée plusieurs fois dans ma vie entrepreneuriale, je savais que il fallait trouver les meilleurs associés possibles, donc des piliers véritablement, et des piliers qui allaient être vraiment complémentaires à mon profil. Je savais aussi que j'avais plus le même âge, donc j'avais un petit peu plus de 30 ans, j'avais des problèmes de fertilité, j'avais donc cette endométriose, et donc je savais que tout ne pouvait pas reposer sur mes épaules, et donc il allait falloir trouver sur mon chemin, mais pas forcément chercher, mais je savais qu'à un moment, je rencontrerais ces associés qui seraient les bonnes personnes. Et donc notamment, je me suis... Alors, je vais juste interrompre là par rapport à ça, parce qu'effectivement, sur l'aventure entrepreneuriale, tu te lances, même si tu te dis qu'à terme, tu veux faire enfin, constituer une entreprise avec différentes personnes, je sais parce que tu t'es livré qu'il y a eu des temps différents. Le premier temps, tu étais toute seule, Oui. et ensuite, c'est intéressant de voir comment tu as pu rencontrer, parce que tu nous l'as confié, je crois que c'est sur LinkedIn que tu as rencontré ta seconde associée, plus la troisième. Est-ce que tu peux Oui, nous parler vraiment des étapes absolument. Donc, moi, j'ai commencé à travailler vraiment sur le sujet fin 2019. J'ai créé la société en mars 2021. Ma première associée, Chloé Bonnet, donc, est arrivée début 2022. On s'était rencontrés fin 2021, donc sur LinkedIn. Et donc, alors, tu peux nous dire comment on trouve une associée sur LinkedIn? oui, alors bah, et qu'on ne cherche pas à proprement parler, en fait, c'est-à-dire que Mm. Chloé a identifié les sujets sur lesquels je communiquais, etc. Elle venait, donc elle avait une grande expérience entrepreneuriale elle-même et elle venait de vendre son entreprise à un grand groupe. Et donc, elle avait une casquette qui était notamment d'Invest à ce moment-là. Et elle s'intéressait particulièrement au sujet santé des femmes, pas forcément pour investir dans toutes ces boîtes, mais en tous les cas, voilà, pour apprendre à connaître les projets divers et variés, etc. Et donc, on a eu un fit très important toutes les deux. Et donc, elle, à la fois sur ce sujet-là qui lui plaisait particulièrement et la manière dont je l'avais développé au départ. Et moi, de mon côté, je savais que je ne voulais pas forcément conserver ce rôle de CEO pour toutes les étapes de livre. Et en fait, pour moi, elle incarnait cette personne à qui je pouvais un jour passer ce relais-là. Et donc, voilà, on s'est rencontrés voilà, sur LinkedIn par échange messages privés. Donc, on a commencé un petit peu à travailler nos sujets, etc. Donc, il n'y avait pas d'engagement au départ. Il fallait voir comment on travaillait ensemble, quelle était notre vision, etc. Est-ce qu'on était complémentaires ou pas voilà. Donc, ça, c'était avec Chloé. Donc, une très, très solide expérience entrepreneuriale et puis une success story de vente à un grand groupe ce qui n'est pas donné à toutes. En tout cas, toutes les femmes n'arrivent pas à ces succès-là aujourd'hui dans notre écosystème. Et puis, mon autre associée, Maya Alexaline, donc, est devenue associée plus tard, mais par contre, elle est rentrée dans l'aventure très, très tôt. Donc, Maya, de la même manière, donc elle est donc directrice scientifique et docteur en biologie et vraiment experte en dispositifs médicaux en santé des femmes. Et Maya, quand elle a vu la manière dont je communiquais sur ce que j'allais créer, comment dire, elle avait souvent vu des solutions qui émergeaient dont les patients n'avaient pas, enfin voilà, là c'était patient by design, comme on dit. Et donc ça l'interpellait vraiment beaucoup. Elle avait envie de travailler dans ce sens-là et elle pensait que ça pouvait être un des secrets justement de la réussite d'un projet. Et donc elle m'a accompagnée assez tôt, même si elle est devenue associée plus tard. Elle est là depuis très longtemps dans l'aventure livre. Donc aujourd'hui, on est un trio de cofondatrices. Donc, vous êtes un trio avec donc toi qui as fondé, qui était vraiment sur le sujet, Tout à fait. Chloé qui était la businesswoman, mais qui s'intéressait au sujet, et puis la caution scientifique et biologique qui arrivait avec une passion sur le sujet. Absolument, tout à fait. Et Maya est aussi à cette casquette à la fois de tout ce qui est lié au domaine scientifique, mais réglementaire et qualité aussi, qui est absolument nécessaire et essentiel dans ce que l'on fait aujourd'hui. Donc un trio féminin à la tête de cette belle entreprise qui existe donc maintenant depuis quelques années. Est-ce que tu peux expliquer à chacun, chacune qui nous écoute ta proposition de valeur,
En fait, comment fonctionne concrètement cette application que vous avez créée, en nous donnant peut-être aussi, en redonnant quelques chiffres un peu sur la maladie, enfin qu'on se rende compte de qu'est-ce que ça apporte aux femmes qui ont cette maladie, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui? Oui. Alors, d'abord sur la maladie en elle-même, donc l'endométriose, c'est une maladie, on disait, gynécologique chronique et inflammatoire. Aujourd'hui, enfin, la définition a évolué, c'est-à-dire qu'on l'appelle plus gynécologique, mais systémique, puisque l'impact dans la sphère gynécologique n'est pas seulement autour de cette cavité utérine. Donc, c'est une maladie qui va toucher plusieurs organes, la vessie, les intestins, le rectum, etc. Donc, on est au-delà de cette sphère gynécologique. Et donc, c'est une maladie qui crée des kystes, des lésions et des adhérences entre les organes. Cette maladie donc touche 2,5 millions de femmes en France, ce qui représente plus de 10% des femmes en âge de procréer. Et c'est un minimum puisque ce sont les femmes diagnostiquées à l'hôpital. Donc, beaucoup de médecins notamment parlent de 10 à 20% des femmes touchées. Et dans le monde, on parle de 190 millions de femmes au minimum concernées. Donc ça provoque des douleurs invalidantes, des problèmes de fertilité aussi, et des difficultés psychologiques pour ne pas citer toute la liste de symptômes qui est extrêmement importante. Ce qu'il faut savoir, au-delà des problèmes de fertilité qu'on met souvent en avant, c'est surtout la question de la douleur qui est importante, malgré comment dire, une amélioration quand même de la prise en charge ces dernières années, on sait maintenant qu'il y a 83% des femmes qui souffrent encore de douleurs persistantes malgré la prise en charge médicale ou chirurgicale, sachant que la chirurgie est recommandée en dernière intention par la HAS. Donc on doit passer par d'autres méthodes avant d'aller vers cette chirurgie. Sur quelques chiffres encore, notamment par rapport au travail, on sait aujourd'hui, grâce à une étude multicentrique menée dans 10 pays, 16 centres investigateurs, dont la France, qu'on a 11 heures de perte de productivité en moyenne par femme et par semaine, ce qui représente 9 500 euros de coûts, dont les 2 tiers en perte de productivité, et ça fait 10 milliards de coûts à la collectivité chaque année en France. Donc ça, c'est des données extrêmement importantes. On parle souvent d'absentéisme, il faut beaucoup parler de présentéisme, puisqu'on a appris depuis le plus jeune âge, donc les premières règles qui commencent aujourd'hui à 8-9 ans, il faut le savoir. On apprend à vivre avec cette douleur. Donc les femmes ne sont pas aux abonnés absentes de toutes leurs contraintes et de tous leurs engagements. Elles sont là, mais elles sont là en étant douloureuses. Il y a aussi 4 fois plus de risques d'addiction aux opioïdes, puisqu'elles doivent trouver des solutions pour pouvoir être à la hauteur de leurs engagements. Donc voilà, pour les données un petit peu chiffrées. Donc ce qu'on a créé, on a créé la première et la seule thérapie numérique en France dédiée à l'endométriose, donc à l'accompagnement de la gestion des symptômes de l'endométriose. Et peut-être un petit mot pour vous expliquer cette différence entre une application dédiée à l'endométriose classique et une thérapie numérique, puisque je vous expliquais qu'on était les seuls et c'était la seule en France. Aujourd'hui, il existe quelques applications dédiées à l'endométriose qui sont dans une catégorie qu'on appelle bien-être et donc qui apportent des conseils, des informations, des conseils généraux à ces D'accord. femmes. Mm. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans la catégorie thérapie numérique, c'est-à-dire dispositif médical numérique de classe 1 certifié CE. Et donc, nous sommes les seuls dans cette catégorie où on apporte un bénéfice pour la santé des personnes de manière individuelle. Et donc, c'est là toute la différence Oui, donc avec c'est individuel, c'est fiable, c'est validé d'un point de vue, on va dire, médical. absolument. Contrairement à d'autres applis qui existent, qui ont sans doute leurs vertus, mais qui ne sont que orientées sur du conseil et qui sont beaucoup plus générales, en fait. Tout à fait. Et on a démontré, pour avoir cette appellation aussi réglementaire, on a démontré scientifiquement qu'on améliorait la qualité de vie et qu'on diminuait les symptômes. Donc ça, c'est une étude qui a déjà été publiée et donc qui démontre qu'on a ce bénéfice en santé sur les personnes. Et aujourd'hui, Et, il y a combien de personnes qui utilisent cette application? Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur. On parle de milliers de personnes au travers de nos différents partenariats dont on parlera, je pense, plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne vise pas à faire du volume, entre guillemets. C'est-à-dire que on est dans une phase de terrain R&D grâce à nos partenaires, mais on vise un remboursement par la sécurité sociale et une prescription par les médecins. Et donc, c'est à ce moment-là
qu'on pourra apporter un bénéfice au plus grand nombre de femmes sans discrimination financière. Aujourd'hui, Mhm. nos partenaires nous permettent d'avoir ces terrains R&D. Peut-être un petit mot quand même sur en quoi consiste une thérapie numérique. Donc, quand on a cette thérapie numérique en main, et donc on a été pris en charge pour pouvoir en bénéficier, on a un programme donc personnalisé en fonction d'un questionnaire de onboarding, donc sur notre santé et notre qualité de vie. Et donc ensuite, c'est un algorithme de personnalisation qui va pousser le programme personnel pour chacune des femmes sur X mois. Et donc, c'est un programme qui va se baser sur l'activité physique adaptée, l'alimentation, la santé mentale et cognitive, la vie amoureuse et sexuelle, et j'en oublie un, l'activité physique adaptée, je ne sais plus si je l'ai dit. Si. Si, Ouais, et donc, le c'est une approche enfin, globale, multithématique. tout à fait. Mhm. Et cette approche est mixée, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix vers plutôt l'un ou plutôt l'autre. On a Mhm. déjà démontré scientifiquement que c'était la pluridisciplinarité qui permettait le succès de ces thérapies non médicamenteuses. Et justement, tu as commencé à... Peut-être Pardon. un petit mot, pardon. Une thérapie numérique a un début et une fin, c'est-à-dire que l'objectif pour nous n'est pas d'être le compagnon de vie de ces femmes, mais de les rendre autonomes et qu'elles n'aient plus besoin de nous. Mais quand tu esquissais, tu esquissais le modèle, c'est-à-dire la thérapie numérique, ça veut dire remboursement, prise en charge. Donc, ça nous amène à parler du modèle économique. Et le modèle économique, alors, que tu vises, et là, tu vas nous en parler, mais et le modèle actuel, puisqu'en fait, quand tu t'es lancé en entreprise et pas en association, qui dit entreprise, dit investissement, dit client également. Donc, c'est quoi le modèle aujourd'hui et quel est-il à terme? Donc effectivement, on a un premier modèle de prise en charge en phase de transition. Donc on bénéficie déjà d'un remboursement par certaines mutuelles et on collabore aussi avec des grands groupes employeurs pour intégrer la thérapie numérique dans des programmes de santé au travail ou de prévention santé. Donc on déploie de différentes manières depuis fin 2022. Donc, soit on déploie via les DRH, on a des clients comme Sanofi, Olympus, Coopérative U, Intertech, Nux, Mars, etc. Soit ils prennent en charge eux directement cette solution, soit c'est via leur mutuelle. Donc ça arrive aussi parfois en cofinancement. On déploie aussi dans le cadre de missions handicap, donc c'est le cas avec Decathlon, avec Ikea, avec Babylou, Alstom ou encore SGS par exemple. On déploie aussi donc parfois en inclusion, donc pour les adhérents, donc notamment avec la MGEN qui est notre partenaire historique, ou via la médecine du travail. Donc là, c'est encore un peu différent. Donc c'est le cas avec L'Oréal, avec Schneider Electric ou encore Swiss Life, par exemple. Et on a aussi des courtiers partenaires. Et donc voilà, donc ça c'est le modèle, je dirais, le modèle intermédiaire. Et peut-être pour vous en dire un peu plus sur la manière dont on déploie avec les assureurs, les mutuelles, les banques assureurs, etc. Donc je vous disais, soit on est inscrit en inclusion, donc notamment avec la MGEN. Donc là, on va couvrir toutes les adhérentes de l'éducation nationale, du ministère de la Culture et du Conseil d'État aussi. On peut déployer également sur comment dire, le collectif à travers le fonds d'action sociale. Donc là, c'est le cas avec Abeille Assurance, par exemple. Ou alors, la mutuelle nous intègre directement à sa prévoyance. Donc là, on a des retours d'arrêt maladie de la MNT, chez MNT. Et très très clair. Alors donc tu nous as expliqué comment tu travaillais aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires. Tu nous as même dit avec qui. Donc c'est assez varié en effet. Et Ouais. puisque un certain nombre de femmes et d'hommes de l'assurance nous écoutent aujourd'hui, tu cherches évidemment encore de nouveaux partenaires potentiels. Enfin si Oui, on. absolument, absolument, absolument. Et avec chacun d'eux, on arrive à co-construire je dirais des partenariats qui sont vraiment extrêmement fins en fonction des besoins divers et variés. Et notamment, je vous en ai pas parlé, mais on a créé un collectif également, donc là, qui va au-delà de l'endométriose. On a créé un collectif dernièrement qui s'appelle 3M, donc menstruation avec l'endométriose, maternité et ménopause. Donc là, c'est une alliance avec Liv Eloa pour la maternité, la parentalité et Omena sur la ménopause. Et donc là, c'est vraiment pour permettre à ces entreprises qui souhaitent ouvrir un petit peu à toutes les étapes de la vie
des femmes et à leurs problématiques santé, d'avoir une offre globale. Donc voilà, c'est des choses qu'on développe aussi en ce moment. Et quand tu nous as La parlé grande alliance, pardon, la grande alliance pour les femmes, c'est super intéressant, surtout le cycle de vie. Mhm. Absolument. Oui, quand tu nous as parlé de tout ça, parce que vous êtes trois associés, et j'imagine que vous n'êtes pas toute seule pour faire fonctionner l'entreprise. Oui. Donc, combien vous êtes et puis quels sont les profils qui travaillent chez Liv aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 17 salariés chez Liv, même si on travaille avec encore d'autres cabinets avec des expertises très spécifiques sur nos sujets, notamment par rapport à l'étude clinique qui vient de démarrer. Mais sur l'équipe en elle-même, donc on a notre équipe scientifique, notre équipe réglementaire et qualité, extrêmement important puisqu'on est passé dispositif médical numérique et qu'on a dû vraiment faire une transition extrêmement rigoureuse de tous nos process. On a une équipe tech produit, tout ce qui va être de l'ordre des sales, donc voilà, et du growth, comme on l'appelle. On a une partie de l'équipe aussi qui est sur ce qu'on appelle le patient care, puisqu'évidemment, il faut pouvoir prendre soin de toutes ces patientes qui arrivent, et une équipe qui est en charge du content et de la communication. Alors, il y a quelque chose que tu nous as quand même signalé et qui n'est pas forcément commun, c'est que vous êtes en full remote. Oui. Donc, alors, explique-nous comment ça peut fonctionner, parce que là, il y a peut-être des choses à prendre dans les entreprises un petit peu plus conséquentes. Alors ben moi, j'ai quasiment connu que ça. Donc pour moi, c'était assez naturel que ça fonctionne comme ça. Déjà, cette entreprise a été créée pendant une période voilà, de Covid. Donc moi, je vivais à l'époque, je vivais au Mans, mais j'avais pas l'intention forcément d'y rester. Et donc, je me disais pas que j'allais faire venir toute une équipe au Mans, dans la Sarthe. C'était pas l'objectif pour moi. Donc j'ai déposé un siège d'ailleurs qui était à Nantes, puisque j'envisageais d'aller vivre à Nantes, ce qui n'a pas été le cas finalement. Et puis, quand j'ai rencontré ses associés, l'une était à Paris, a déménagé à La Ciotat, l'autre était à Bordeaux. Et cette équipe, en fait, quelque part, j'ai plutôt cherché à trouver les meilleurs talents autour de moi, peu importe où ils se trouvaient. Et donc, on travaillait comme ça, de manière voilà, sur Internet, avec des points très spécifiques. En tout cas, ça n'a jamais été un vrai sujet pour nous. Bien sûr, il fallait pouvoir créer ce lien extrêmement fort, une équipe engagée. Là, pour le coup, on remplit les cases à 1000%. L'équipe est extrêmement engagée. Et on a des rendez-vous une fois par trimestre. Donc, on réunit toute l'équipe, souvent à Paris, mais parfois en dehors. Et donc là, on travaille ensemble, on se réaligne sur les objectifs, etc. Et sinon, on a des points évidemment hebdo sur tous nos sujets, et tout est très bien organisé et fonctionne bien comme ça. Comme quoi, c'est possible. On a encore une fois la preuve que c'est possible. C'est une question de, voilà, de mode de travail, d'organisation, d'adaptabilité d'une équipe. Euh, Tu nous en as parlé, tu as une belle équipe, une activité. Bah, pour tout ça, il faut financer cette activité, surtout au début. Mais pas que au début, puisque pour avoir les talents, pour investir, là, il y a beaucoup il y a de l'informatique, il y a du produit, donc il y a pas mal de choses. On a vu que tu avais levé des fonds et tu nous en as parlé très récemment, en février. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qui sont les investisseurs qui sont derrière ça? Et à quoi aujourd'hui servent ces fonds pour financer la suite de l'activité? Alors, peut-être un petit mot sur la première levée de fonds. On a fait une première levée en 2022, donc on a Oui. levé 180 000 euros auprès de Business Angels. Donc, il y avait 30 BA autour de la table. Donc, ça, c'était pour financer la version web de notre thérapie numérique, qui n'était pas une thérapie numérique, qui était une solution digitale à ce moment-là. Puis, fort de tout ce qu'on avait pu mettre en place, notamment avec nos premiers partenaires et nos premières démonstrations scientifiques, on a pu réaliser la deuxième levée de fonds. Et donc là, pour vraiment développer cette thérapie numérique, donc on a... Juste, Hélène, je t'interromps juste là parce que je vois qu'il y a une question, justement, tu parles de thérapie numérique. Est-ce que tu Oui. peux rappeler, je vois Brigitte, rappeler la différence, même si tu as commencé à l'approcher entre la solution et la thérapie?
Oui, tout à fait. Donc, une thérapie numérique, c'est une thérapie en fait digitale qui permet l'amélioration de la qualité de vie des personnes et la diminution de leurs symptômes de manière personnalisée. Donc, ça apporte un bénéfice en santé démontré scientifiquement sur la santé des personnes, contrairement aux applications classiques sur certaines pathologies qui sont dans une catégorie d'information et de bien-être. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà, je t'ai interrompu dans ton fil et là, sur la question des On livres. pourra y revenir tout à l'heure si c'est. Mais Carrément, avec plaisir. ok. Donc, sur la deuxième levée de fonds, donc, Et donc la deuxième en février 2025. voilà, qui a été annoncée en février 2025, qui a été bouclée fin 2024, on a levé donc 2 600 000 euros auprès de différents fonds, notamment fonds à impact, donc avec Mutuel Impact, donc Investirez Plus, INCO, Investissement, Abeille, le fonds d'Abeille, le fonds de MGEN et quelques business angels en complément. Donc des fonds très engagés sur nos sujets et surtout sur l'impact. Et donc là, si on a levé ces fonds, c'est pour aller vers cette trajectoire dont on parlait, donc qui est notre modèle cible, qui est le remboursement par la sécurité sociale et une prescription de notre thérapie numérique par les médecins. L'objectif est en fait en partie de financer, donc à quoi vont servir ces fonds? Nelly, tu me posais la question. L'objectif est, après avoir déjà démontré par une première étude en vie réelle notre impact sur la qualité de vie des personnes, on passe à une étude de plus grande envergure, une étude donc clinique, pour démontrer l'impact de l'IV et donc notre efficacité à grande échelle. Et donc là, c'est cette semaine donc, qu'elle démarre, donc avec plusieurs centres hospitaliers français, plusieurs dizaines de cabinets de ville répartis sur tout le territoire, donc des centres experts et non experts pour avoir une très bonne représentativité de la prise en charge réelle des patientes. Et donc, c'est dans le but d'alimenter notre dossier de demande PECAN, donc prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique, puisqu'on va demander à avoir cette prise en charge anticipée avant le remboursement officiel de droit commun. Et ça va durer combien de temps cette étude clinique de grande envergure? Alors, ça dure plusieurs mois. Donc, d'abord, il y a des mois d'inclusion des patientes et après, il y a les mois où elles vont réaliser la thérapie. D'accord. Ok. Donc à l'issue de ça, c'est là où tu peux donner ça pour faire le dossier, le fameux dossier, pour Absolument. avancer dans les, voilà, dans les méandres administratifs nécessaires. Tout à fait. Il faut savoir qu'on est vraiment sur une révolution des usages en santé. Aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie numérique qui a bénéficié pour l'instant du dispositif PECAN en France. Donc, il y a eu plusieurs refus sur d'autres pathologies. Donc, vraiment, on est sur un terrain qui n'a pas du tout été pour l'instant euh, établi, etc. Contrairement notamment à l'Allemagne qui a 2, 3 ans d'avance sur la France sur ces sujets-là. Et donc pour nous, c'est un challenge immense, mais qu'on a vraiment envie de relever. Donc faire partie des premières thérapies numériques remboursées. Alors moi, je vais enchaîner avec tout ce que tu nous dis, avec les prix que tu as reçus, parce qu'on a oublié de le dire, tu as été dans le palmarès des femmes fortes, tu reçois des prix, ou le livre reçoit des prix. Donc on peut dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui fait rêver aussi. Et quand on voit, alors si on occulte la première partie qui était un petit peu plus compliquée de démarrage, là on voit que c'est vraiment une superbe aventure. Et voilà, et si des porteuses ou porteurs de projets t'écoutent, nous écoutent, ben, qu'est-ce que tu leur dirais pour justement peut-être éviter les premiers écueils et réussir à se lancer d'une façon plus harmonieuse? Mm. Alors, bah, en tout cas, je ne regrette pas les premiers écueils parce qu'ils m'ont ils m'ont énormément appris, à la fois sur moi, mais aussi sur ce qu'il était bon de pouvoir mettre en place. Je pense que véritablement s'entourer des meilleurs dès le début, c'est clé. Euh, En tout cas, moi, je me suis dit, au moment où je me suis lancée sur l'île, c'est-à-dire que j'ai vraiment réfléchi, encore une fois, par rapport à l'âge que j'avais, donc j'étais moins, entre guillemets, tête brûlée à ce moment-là. Je savais aussi quel sacrifice personnel ça demandait. Et donc, je savais que j'aurais besoin de piliers complémentaires à mes côtés. Et donc, il faut à la fois trouver les meilleurs associés, mais aussi savoir vraiment contractualiser
et se parler, voilà, imaginer tous les scénarios possibles, à la fois dans les moments qui se passent bien, mais aussi dans les moments où où on pourrait avoir envie de sortir de cette aventure-là. Donc, ça veut dire regarder de manière réaliste tous les scénarios possibles et être capable de s'en parler. Et donc, c'est aussi s'entourer des meilleurs partenaires, je dirais, pour se lancer. Euh, un autre conseil, je dirais, s'assurer auprès de son entourage qu'il va être soutenant voilà, parce qu'encore une fois, ce sont des sacrifices, c'est un don de soi, et puis ce sont des sujets, voilà, qui nous occupent énormément et qui nous apportent beaucoup d'adrénaline, etc. Donc, je pense qu'il faut que ce soit partagé dans sa vie personnelle, à la fois avec sa conjointe ou sa famille, etc., ses amis, pour qu'il y ait une compréhension et qu'on soit porté par cette énergie et par leur énergie et veiller aussi à sa santé. Donc là, je dirais physique et mentale. Et donc, tout ce dont je parle là, c'est des choses où j'ai pu me planter personnellement, hein. Je veux dire, c'est-à-dire il y a toujours ce moment d'abord où on commence par se griller, notamment sur certains sujets de santé où on ne fait pas suffisamment attention, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi savoir à certains moments trouver son équilibre pour pouvoir tenir sur la durée. Donc des conseils extrêmement pragmatiques et précieux. Euh, on l'a vu précédemment et on le voit partout sur un peu tous les marchés de la tech. Il y a assez peu de femmes. Si on parle des InsurTech ou des HealthTech, c'est la même chose. Donc toi, tu es un petit peu un cas différent parce que vous êtes trois associés, mais en même temps, peut-être que l'explication du sujet répond en partie à la question. Néanmoins, on constate qu'il y a peu de femmes dans ce secteur. Comment est-ce que toi, tu l'expliques? Je pense qu'il y a une question de formation au départ. Il y a des biais dès les premiers, dès les premiers moments autour de. Je pense qu'il y a des stéréotypes de genre, etc., qui découragent peut-être les jeunes filles à se lancer, etc. J'imagine. Après, euh, je pense notamment aussi à ces fameuses histoires de rôle modèle dont on parle souvent. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle on essaie, nous, avec nos associés, de participer dès qu'on peut à des podcasts, enfin voilà, à raconter un petit peu nos parcours respectifs, etc., pour montrer que c'est possible et qu'on ne vient pas forcément d'écoles, de grandes écoles de commerce ou autres ou qu'on n'a pas forcément des parents qui évoluaient dans ce milieu. Moi, en tout cas, mais j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'étais en collège ZEP et mes parents viennent du monde plutôt agricole, donc il y a pas de, euh, ça vient pas de la famille. À un moment, c'est personnel, mais par contre, une famille quand même qui nous encourage, je dirais, voilà. Donc ça, c'est important de pouvoir le savoir. Moi, j'ai fait pas mal d'interventions, notamment, il y a une association dont je crois que qui s'appelait ou qui s'appelle toujours 100 000 entrepreneurs. Et donc, il y a quelques années, j'avais plus de temps pour faire ça, donc des interventions dans les écoles on parle d'insuffler l'esprit d'entreprendre aussi aux jeunes filles, etc. Donc, ça me paraît extrêmement important. Et puis sur des sujets qui ne sont pas forcément féminins aussi. Et après, bah, il y a les problématiques liées au lever de fonds. En France, on n'a que seulement 2% des femmes qui arrivent à lever des fonds. Donc c'est quand même toute une aventure de réussir à faire ces levées de fonds. Et moi, j'avais cette chance, notamment de par mon associée Chloé, qui était devenue elle-même Oui, investisseur. qui connaissait bien les rouages de la levée de fonds Tout à aussi, quoi. fait, tout à Mm. fait, tout à fait. Et donc ça, on n'était pas primo-entrepreneur, on avait Mm. déjà notre réseau, etc. Et ça a forcément beaucoup aidé aussi. Donc voilà, après, j'imagine qu'il y a des biens conscients, des questions de charge mentale, plein de sujets voilà, très vastes. Alors, on arrive à la fin de cet échange avant de prendre les questions. Alors, avec toujours des questions clés. La première que je vais te poser, c'est toujours quelles sont les erreurs que tu ne referais pas? Alors, on va se limiter à Lib et pas sur tout le parcours, mais voilà, qu'est-ce voilà. Avec Liv, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu euh, quelque part peu d'erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai quand même pas mal faites avant Liv. Et donc, j'ai l'impression que les erreurs n'ont pas encore été vraiment faites de ce point de vue-là avec Liv, mais vraiment forte de toutes celles que j'ai faites avant.
Par contre, je pense que s'il y a bien une chose que j'ai bien faite pour le coup, c'est d'être assez clairvoyante vis-à-vis de moi, du parcours que je voulais dans cette propre entreprise que j'avais créée. Et c'est-à-dire, je savais que je voulais passer ce relais. Et donc, j'en suis assez heureuse d'avoir su me dire que je voulais m'entourer des meilleurs aussi pour être en capacité de passer le relais connaissant mes sujets de santé, mon parcours, notamment PMA qui a suivi, etc. Donc ça, donc pour le coup, c'est pas une erreur, mais c'est plutôt quelque chose pour lequel je suis assez heureuse d'avoir eu cette maturité à ce moment-là, de pouvoir me dire, OK, sans doute que je ne serai pas la personne pilote pour toute la vie de l'entreprise et en être très heureuse aussi. Donc, on voulait te poser la question de quoi es-tu la plus fière? Donc, je pense que tu as sans doute répondu, c'est d'avoir réussi à passer la main, mais est-ce qu'il y a peut-être un autre sujet dont tu es fière au regard de Liv? Pense que vraiment, là, si on parle de fierté, je pense que je suis très fière déjà du collectif qu'on a créé pour le coup avec mes Alors, amis. l'équipe, quoi. L'équipe. L'équipe est vraiment brillante. On arrive à accomplir des choses assez incroyables. Vraiment, je pense là, dans cet écosystème et ce gros challenge avec cette révolution des usages en santé, je suis impressionnée et admirative par ce qu'on arrive à faire ensemble. Je suis aussi très fière des relations de confiance qu'on a créées avec nos partenaires, nos investisseurs, etc., puisqu'ils sont extrêmement engagés, mais aussi les médecins qui prescrivent déjà de manière anticipée notre thérapie. Et je dirais surtout de notre démonstration d'impact, puisqu'on a déjà prouvé qu'on améliorait la qualité de vie des femmes et qu'on diminuait leurs symptômes. Et en fait, c'est pour ça qu'on est là. Et donc maintenant, ce qu'on veut le faire, c'est à plus grande échelle. Alors voilà, ben on termine et tu nous ouvres le chemin, parce que quelles sont les perspectives? Alors pour toi, on a bien compris que dans l'aventure, tu es celle qui se consacre plutôt au lobbying, justement, pour Oui. agir sur les prises en charge. Voilà, alors quelles sont les grandes perspectives et puis tes ambitions, les ambitions de Liv, allez, on va dire à 5, 10, allez, voire 20 ans. Alors, je pense qu'on va être là sur une échelle de temps moins importante. D'abord, vraiment obtenir ce remboursement par la sécurité sociale. C'est un jalon extrêmement ambitieux, exigeant, etc. Donc ça, c'est vraiment une étape cruciale pour nous et qui passe par la même occasion par reprouver de manière, via les études cliniques, qu'on apporte ce bénéfice en santé. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc pour rendre la solution accessible au plus grand nombre de femmes. Continuer à faire reconnaître l'errance post-diagnostic, c'est extrêmement important aussi, puisque vraiment dans les mentalités, ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on le souhaiterait, de faire reconnaître cette errance post-diag. Il y a la notion aussi de valoriser les thérapies numériques en France, qui répondent à des besoins puisqu'on a de moins en moins de médecins. Donc dans nos sujets, c'est une question de gynécologue ou autre, mais aussi de médecins généralistes, etc. Donc les thérapies numériques sont complémentaires au parcours de soins. Bien sûr, on ne cherche pas à les remplacer, surtout pas. Et puis après, il y a faire reconnaître toutes les pathologies, notamment en endométriose, il y a des comorbidités. Donc moi, je fais partie, donc j'ai cette casquette de patiente et d'entrepreneur, mais j'ai cette multicasquette patiente puisque j'ai différents diagnostics avec des comorbidités à l'endométriose. Et donc, c'est aussi s'engager sur d'autres pathologies féminines. Et donc, nous, on a deux voies de développement. Par la suite, ce serait soit, enfin, c'est pas une piste ou l'autre, ça peut être d'autres pathologies en santé féminine et ou d'autres territoires européens, par exemple. Donc, voilà un peu les voies qui s'offriront à nous quand on aura atteint d'abord ce remboursement par la sécurité sociale. Mais c'est tout ce c'est C'est tout ce qu'on clair. te souhaite et on te Ouais, remercie. Et je pense que merci beaucoup. ma complice Nelly va peut-être prendre les questions. Oui, alors il y a eu des questions auxquelles tu as répondu, de Brigitte notamment. Donc sur est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Donc on y a répondu. La question de en quoi consiste la thérapie numérique, tu y as répondu tout à l'heure. Sophie avait reposé un peu la même question en mode concret. Qu'est-ce qui se Oui, passe concrètement quand on est sur l'application? oui, Peut-être réillustrer, parce que tout à l'heure on était allé sur la définition de la partie
thérapie numérique personnalisée versus le conseil. Mhm. Peut-être nous redire concrètement quand on est sur l'appli, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ça peut être une question. Et pour Donc, l'instant, c'est tout ce qu'il y a comme question. C'est déjà pas mal, c'est des questions importantes. Alors, donc, effectivement, la première étape, quand on a une prise en charge, donc je le rappelle, aujourd'hui, on ne peut, n'importe qui, entre guillemets, ne peut pas accéder à cette thérapie numérique sans prise en charge. Mhm. Donc, il y a ces fameuses prises en charge dont on parlait tout à l'heure. Donc, quand on a cette prise en charge, on a d'abord un questionnaire de onboarding, donc sur la santé de la personne en question, donc de la patiente, et sa qualité de vie, donc sur ses symptômes, sa qualité de vie. Quand elle a rempli ce premier questionnaire de onboarding, on a, nous, notre algo de personnalisation qui va donc pousser un programme personnalisé, donc un plan d'action pour elle, pour les mois qui vont suivre, et donc lui proposer un mix de 5 piliers, donc piliers de connaissances, d'activité physique adaptée, d'alimentation, de santé mentale et cognitive et de vie intime et sexuelle, donc au travers d'exercices spécifiques pour elle. Donc tout ça est préenregistré, on n'est pas sur de la téléconsultation, tout est préenregistré avec les plus grands spécialistes de la maladie. Et donc on va lui proposer un parcours séquencé qui s'adapte à son mode de vie quotidien, donc avec tout un système de notification, de relance, etc., qui lui permettent d'adapter son quotidien, donc son mode de vie avec Liv. On a un fil rouge en psy-TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, puisque changer de mode de vie, ce n'est pas évident. Et donc, nous, l'objectif, c'est de ne pas ajouter de charge mentale à toutes ces patientes, mais que vraiment, on puisse s'inclure dans leur vie quotidienne et qu'à la fin, à l'issue de ces mois de programme, elles puissent être autonomes. Donc, elles n'aient plus besoin de nous. Et donc peut-être pour être plus concrète, par exemple sur l'activité physique adaptée, on a toutes les séances de yoga, de pilates, de séances d'étirement spécifiques à chacun des symptômes de chaque personne. Pour l'alimentation, on parle notamment d'alimentation anti-inflammatoire. Donc l'objectif n'est pas de rentrer dans toutes les évictions, c'est-à-dire stop au gluten, stop au lactose, etc., mais de revoir et de reprendre du plaisir à manger, reprendre du plaisir à bouger. Sur tout le volet santé mentale et cognitive, l'objectif est d'abaisser les niveaux de douleur. Et donc, puisque la douleur est vraiment extrêmement importante dans le cas de l'endométriose, donc là, c'est tous les parcours autour de la méditation, de la cohérence cardiaque, de la sophrologie, etc., adaptés à l'endométriose, donc basés sur les revues de littérature scientifique de l'endométriose. C'est très très clair. Euh, je vois qu'il y a une autre question. Donc, faut-il être adressé par un médecin ou est-ce ouvert à toutes celles qui se questionnent? Alors, donc, jusqu'à présent, on était pris en charge par les mutuelles, les assurances, les complémentaires ou les entreprises ou les établissements de santé, donc pour leurs collaboratrices ou leurs adhérentes. Aujourd'hui, seulement dans le cadre de nos études scientifiques, on a des médecins qui prescrivent en anticipé, puisqu'on est en train de mener notre deuxième étude en vie réelle et notre Mhm. première étude clinique qui démarre. Donc là, dans ce cas-là, dans ce cadre-là même, je dirais, on peut être adressé par un médecin, mais le plus grand nombre de femmes pourront être adressées par un médecin et recevoir une prescription quand on sera officiellement remboursé par la sécurité sociale dans le cadre du dispositif PECAN que l'on vise. Ce que je peux dire quand même sur une solution donc non prise en charge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un site internet donc qui n'est pas la thérapie numérique, qui apporte vraiment, donc on a des centaines de milliers de visites puisqu'on apporte un contenu fiable, gratuit, rigoureux, sourcé pour le plus grand nombre de questions que se posent les femmes. Donc ça, c'est accessible en ligne. Et on a aussi une version gratuite de notre application qui apporte que de l'information, qui n'est pas la thérapie numérique. Donc là, il faut faire la différence, c'est-à-dire qu'on peut télécharger Live, avoir les informations et pouvoir compléter notamment ces questionnaires de qualité de vie, mais on n'est pas sur la version de thérapie numérique qui, elle, apporte un bénéfice sur la santé. C'est très clair. Je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu pendant l'intervention. Je ne vois pas. On a répondu aux questions pour l'instant, à moins qu'il y ait encore d'autres questions. Sinon, on va passer le relais à... S'il n'y a pas d'autres questions, on passe le relais à Isabelle pour conclure ce bel échange. Oui, Isabelle.
Isabelle, c'est à toi, hein. Ah, t'es en mute. T'es en mute. Là, c'est bon? Frédéric, tu as pris trop de clim, hein. Tu as perdu ta voix. Ah oui, je finis en Bonnie Tyler. Bon, bah, je savais que ça serait un moment très fort, à la fois, on va dire, un moment entrepreneurial et un moment, on va dire, de féminité, voilà, d'intimité de ce que c'est qu'être une femme. Et je trouve que tu as su nous décrire effectivement les deux, à la fois le courage, la vision, le modèle économique, les associés, toute cette partie-là. Et à la fois, voilà, ce que c'est que cette pathologie, ce qu'on peut ne pas et ce qu'on ne peut pas faire, et ce que vous apportez aux femmes. Donc, je trouve que c'est très fort. On a rencontré des start-upeuses, Hélène, dans ce contexte-là, qui nous ont parlé de leur mission. Je pense, sans exagérer, que ce que tu nous as dit et ce qui est au plus proche de ce que nous sommes, au-delà d'être, on va dire, des femmes leaders dans l'assurance, puisque tu nous as aussi encore une fois, qu'on soit atteinte ou pas d'endométriose, tu nous as parlé de nous. Donc, je trouve que c'est vraiment très fort. Et je trouve que ton combat aussi, au-delà autour de cette pathologie, sur la distinction entre, on va dire, une pathologie médicamenteuse, un protocole digital comme tu le décris et simplement de l'information pour avoir un peu travaillé dans ces champs-là est très important parce il y a d'autres pathologies où je pourrais imaginer des choses similaires à ce que tu décris. Je reprends la maladie de Charcot que je mentionnais tout à l'heure ou des pathologies comme celle-là où en fait qui n'ont rien à voir avec ce que tu décris, mais sur lesquels sans doute des dispositifs de cette nature-là, de plans personnalisés à dimension numérique, aideraient les gens qui en sont atteints. Donc voilà, tu m'as fait beaucoup réfléchir, je trouve que c'est très inspirant. Et puis, ce que je trouve encore plus exemplaire, parce qu'on comprend avec beaucoup de finesse dans ton discours que toi-même, tu vis tout ça, tu ne le portes pas juste comme un projet entrepreneurial, tu le vis. Et je trouve que tu es rayonnante et inspirante, alors que voilà, je peux imaginer que ta vie de tous les jours n'est pas évidemment toujours la plus simple. Donc, un très, très grand merci Merci. pour toi en tant qu'entrepreneuse, pour toi en tant que femme et pour voilà, la cause que tu déploies. Je suivrai avec grande attention, je croise tous les doigts pour que effectivement vous obteniez ce sésame dont je sais qu'il est fondamental et il change tout. Il change tout pour la France et puis sans doute il change tout si vous voulez vous déployer sur d'autres pathologies à l'étranger. Donc j'espère qu'il y aura des hommes et des femmes intelligents pour comprendre vraiment la profondeur de ce que vous faites et l'utilité de ce que vous faites. Et ça m'intéressera dessus l'étude clinique. Voilà, j'imagine que Oui, vous en publierez des extraits. absolument. Je serais très intéressée, voilà, quand tu pourras, de les lire vraiment, voilà, pour ma culture et mon avancement personnel, parce que je trouve que c'est très, 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 très rare ce que vous faites en France. Un Merci grand beaucoup. merci. Est-ce que je peux peut-être dire un petit mot en complément, justement, Bien sûr. on parle beaucoup